Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver sur ce dernier webinaire. Pardon, excusez-moi. Je suis très heureux de vous retrouver sur ce dernier webinaire consacré aux évolutions réglementaires post-Lubrizol, avec ici un opus dédié aux liquides inflammables. Alors pour rappel, tout particulièrement pour les personnes qui n'auraient pas pu assister aux réunions précédentes, deux rendez-vous vous ont déjà été proposés par la DRAL Grand Est en collaboration avec la CCI Grand Est, la CCI Alsace-Eurométropole et l'Agence de l'Eau-Rhin-Meuse sur ces évolutions, donc les sites Céveso en mars et le stockage de matières combustibles en avril. Alors avant de céder la parole au représentant de la DRAL Grand Est en la personne de M. François Villeray, qui est chef du service de prévention des risques anthropiques, et de M. Michael Mbarki, qui est ingénieur environnement au pôle risque accidentel, quelques informations et règles d'usage pour la bonne tenue de cette visioconférence. Tout d'abord, je vous précise que ce webinaire est enregistré et qu'il sera accessible en replay sur YouTube. Je vous remercie par ailleurs de couper vos caméras et vos micros afin de maintenir la fluidité de la bande passante. Pour les questions courtes et simples, je vous invite à utiliser prioritairement la boîte de dialogue, le chat. Nous tâcherons, dans la mesure du possible, d'y répondre par écrit en temps réel. Pour les questions plus complexes, nous vous proposons un premier temps d'échange d'environ 15-20 minutes à la fin de la première partie du diaporama, puis une deuxième période à la fin de la seconde partie. Alors, je vous invite alors à vous manifester à l'une et ou à l'autre de ces pauses en utilisant la main levée. La fin de la présentation sera réservée quant à elle à des cas pratiques permettant d'illustrer tout ce qui aura pu être dit au préalable. Pour ma part, je serai présent pour animer ces échanges et pour la conclusion. Mais pour l'heure, je laisse sans plus tarder la parole à M. Villeray. Monsieur Villeray, c'est à vous. Bien, bonjour Monsieur Vernet, bonjour à tous. J'ai ouvert mon micro, j'espère que ça passe bien. Alors, tout d'abord, un grand merci à nos partenaires dans cette opération d'information, en particulier donc à la CCI, à l'agence et à vous, Monsieur Bernier, qui nous avez beaucoup aidé pour mettre tout ça en musique. Voilà, c'était important pour nous d'avoir cette démarche d'échange et de pédagogie sur l'appropriation de ces textes. Je vais y revenir. Le poncif qu'on utilise le plus souvent, qu'on entend le plus souvent sur les sujets qui nous rassemblent ce matin, c'est de dire le risque zéro n'existe pas. Moi, je préfère une variante qui, en gros, dit à peu près la même chose et qui consiste à dire rien n'est jamais acquis en matière de sécurité. Alors, je préfère cette variante-là parce qu'en fait, elle nous interpelle et elle nous interpelle dans notre action et donc elle va chercher le questionnement, la curiosité, l'adaptation des comportements qui nous permet vraiment d'être actifs dans la maîtrise de la sécurité des événements. Et puis, quand on est actif dans la sécurité des événements, un des premiers ressorts de cette démarche continue de progrès et de sécurisation, c'est la bonne exploitation du retour d'expérience. Et donc évidemment, un accident aussi impressionnant, aussi fort que l'accident de Lubrizol se devait de faire l'objet d'un retour d'expérience. Et de ce retour d'expérience, il en est ressorti plein de choses, mais en particulier, il en est ressorti un certain nombre d'évolutions dans les procédures et dans les règles qui ont vocation à maîtriser le risque incendie. Et donc notre ambition, à travers les trois séquences que nous avons préparées pour vous, c'était de partager ces règles pour faciliter leur appropriation, leur compréhension, parce qu'on part du principe que notre objectif collectif dans cette affaire, enfin on a le même objectif dans cette affaire, on a le même intérêt, c'est de faire en sorte que la sécurité soit renforcée. Et ça, c'est vraiment l'objectif ultime. L'objectif de l'administration, c'est pas de prendre l'industriel en embuscade pour mettre des sanctions et se faire plaisir sur une démarche de sanctions. Ça peut être utile éventuellement de passer sur un mode de communication un peu rugueux, mais ce n'est qu'un outil, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est bel et bien de faire en sorte que les textes soient bien compris pour être bien appliqués, c'est-à-dire appliqués efficacement, appliqués de façon pertinente.
Et quand on franchit le cap de rentrer dedans, ben, souvent les choses qui nous apparaissent complexes d'un premier abord, ben, on se les approprie, et puis une fois qu'on se les a appropriées, elles nous paraissent plus simples, parfois même elles nous paraissent évidentes. Et donc l'objectif, c'est de faire en sorte de passer ensemble d'une première lecture qui peut paraître un peu rugueuse, un peu revêche, à une compréhension qui nous paraît plus évident et qui est le chemin vers une mise en pratique de qualité sur ces textes. Alors, on a travaillé dans un premier temps sur la partie Céveso avec l'enjeu sur le voisinage des établissements Céveso, l'enjeu sur la gestion des dégagements gazeux dans un événement accidentel. Dans un deuxième temps, on a évoqué tout ce qui est stockage de matières combustibles et en particulier les règles qui s'appliquent aux entrepôts. Et puis là, aujourd'hui, la thématique du jour, c'est donc les liquides inflammables et même également les liquides combustibles, un des grands un des points de vigilance qui paraît une évidence comme ça quand on le dit, mais qu'il fallait quand même revisiter pour bien se l'approprier, c'est que un liquide combustible apporte de l'énergie dans un événement accidentel et même s'il n'est pas inflammable, c'est un sujet en tant que tel dans la maîtrise de l'accident et ça peut donc être un sujet aussi dans la prévention de l'accident. Donc voilà, c'est ça la thématique de ce matin. Merci pour l'intérêt que vous avez témoigné à travers votre réponse nombreuse à nos invitations. C'était donc ce matin la troisième invitation du genre. Il y en aura peut-être d'autres, hein, mais en tout cas là, on boucle un cycle qu'on avait identifié comme nécessaire. Voilà, j'espère qu'il sera le plus qualitatif, le plus utile pour vous possible et on restera à l'écoute de votre ressenti et de vos besoins pour éventuellement développer d'autres séquences sur d'autres modules, d'autres thématiques ou revenir sur certains aspects du module d'aujourd'hui si la mise en pratique s'avérait utile à l'avenir. Je vous souhaite une bonne séance de travail et je vous remets dans les mains, ou plus exactement dans le discours, de Michael Mbarki. Michael, c'est à toi. Très bien, merci. Bonjour à tous. Donc, Michael Mbarki, je suis ingénieur de l'environnement à l'Adréal sur le site de Strasbourg et au sein du service de la prévention des risques accidentels. Donc, je vous propose de partager tout de suite mon écran et la présentation. Voilà. Du coup, je ne vous vois plus. Est-ce que je peux juste avoir un retour pour savoir si c'est bon? C'est tout bon. On voit l'écran, oui. C'est bon. OK. Donc, l'objet de notre petite formation ou information d'aujourd'hui, c'est de vous présenter les évolutions réglementaires post-Lubrizol au niveau des liquides inflammables. Et en particulier, le cadre, ce sera nos deux arrêtés, donc l'arrêté du 24 septembre 2020 qui concerne les récipients mobiles et l'arrêté du 3 octobre 2010 qui concerne cette fois-ci les réservoirs fixes aériens. Donc, on va rester dans le cadre de ces deux textes. Je vais surtout m'attacher à vous présenter les nouveautés et les modifications. En une heure et demie, on se doute bien qu'on ne va pas pouvoir rentrer dans tous les détails, même si il y a un effort qui a été fait pour vous simplifier la présentation, la compréhension, sachant qu'on est sur des textes qui sont assez complexes quand on rentre dans le détail, avec beaucoup de cas particuliers, voilà, beaucoup d'exceptions. Donc, on va voir ça ensemble. Il y a des temps pour les questions. N'hésitez pas, les diapos sont numérotés en bas à droite. Donc, pour chaque diapo, prenez le numéro de la diapo et notez vos questions. On les traitera à la fin de chaque chapitre. Et donc, je débute avec
une petite diapo sur le contexte, donc pour vous représenter le contexte. Le contexte, c'est l'incendie de l'usine Lubrizol et du dépôt de Normandie Logistique à Rouen, le 26 septembre 2019. Donc, c'est un incendie d'une grande ampleur, d'une grande importance, donc qui s'est étendu sur 3 hectares sur le site de Lubrizol, qui est une usine de produits chimiques, et sur 7000 m² sur le site voisin de Normandie Logistique. Donc, pourquoi de grande ampleur aussi? Par les effets produits. Donc, il y a eu un panache de fumée noire sur plusieurs kilomètres avec des dépôts de suie. On parle d'une vingtaine de kilomètres. Et une persistance dans la gêne liée aux odeurs d'hydrocarbures qui se sont dégagées du site pendant plusieurs semaines. Donc, un grand émoi, une grande inquiétude des riverains, sans doute. Et puis, du coup, selon les premiers éléments, donc il y a des causes possibles qui sont ressorties des rapports parlementaires. Et donc, parmi celles-ci, il y a les conditions d'implantation. Donc, on a 2 sites qui sont vraiment très proches, qui sont collés l'un à l'autre. Donc, la mitoyenneté et également les stockages, l'implantation des stockages en limite de propriété qui a pu favoriser un développement rapide. C'est ce qui ressort des rapports, c'est que cet incendie s'est développé vraiment très rapidement. On a également un appel enflammé non maîtrisable. Donc, les pompiers sur place, le SDIS, a fait état donc d'une nappe d'hydrocarbures et d'huile, disant que les premiers pompiers arrivés sur place se sont trouvés même, selon leurs mots dans les rapports, en face d'un étendu comparable à une coulée de lave. Donc ça, c'était assez impressionnant pour l'intervention des pompiers. Et également, on a la nature des produits et des contenants. Donc, on voit sur la photo qu'on a des GRV qui sont fondus. Et sur les produits, ce qui est impressionnant, c'est que sur les 5000 tonnes qui ont brûlé de produits, on a seulement 12,75 tonnes de produits inflammables. Donc, si on fait le calcul, ça fait plus de 99% de produits qui étaient des produits combustibles. Donc ça, c'est un point aussi important et du coup, il va découler dans les nouveaux textes qu'on va voir ensemble et les nouvelles prescriptions, une réglementation de ces produits combustibles. Un dimensionnement insuffisant également des confinements. Donc, il est fait état de débordement des rétentions et également un manque de capacité d'extinction. Donc, il faut savoir que l'incendie a débuté un petit peu avant 3 heures du matin. Et le SDIS fait état à 4h15 d'un manque de ressources en eau au niveau de l'usine Lubrizol. Donc à peu près 1h30 après. Voilà donc le contexte et puis ce qui explique un peu les raisons des nouvelles prescriptions qu'on va présenter ce matin. Pour le sommaire, donc, je vous propose de commencer par l'arrêté du 24 septembre 2020, ce nouvel arrêté qui est dédié aux récipients mobiles et qu'on va développer plus que l'arrêté du 3 octobre 2010 qui est dédié aux réservoirs fixes, parce que tout simplement, c'est là où il y a le plus de modifications, le plus de nouvelles prescriptions, le plus de nouvelles notions. On verra à la fin, on ne passera pas beaucoup de temps sur l'arrêté du 3 octobre 2010 parce qu'il n'y a pas beaucoup de changements. Avant de débuter, je vous propose donc je vous présente juste l'architecture réglementaire avec les 2 textes, donc ce que j'ai expliqué avant. Donc, on a l'arrêté du 24 septembre 2020 qui est uniquement dédié aux récipients mobiles. C'est un arrêté spécifique, donc qui reprend les prescriptions qu'il y avait dans l'arrêté du 3 octobre 2010 auparavant sur les récipients mobiles et qui les renforce même. Et donc, il a été abrogé l'arrêté du 16 juillet 2012. La nouveauté, c'est la prise en compte de tous les liquides H224, 225 et 226. Donc, c'est les liquides inflammables de catégorie 1, 2 et 3. Et les HP3, ce sont les déchets des liquides inflammables.
Également, on va réglementer dans ce texte les liquides de point d'éclair 60-93 degrés. Donc là, c'est les liquides inflammables de catégorie 4. Et bien sûr, comme on a vu avant, les liquides, les produits combustibles. Ensuite, donc, on a cet arrêté du 3 octobre 2010 qui a été modifié et qui est maintenant dédié uniquement aux réservoirs fixes aériens. Et avec également une extension, une étendue du champ d'application avec la prise en compte maintenant des liquides inflammables, toujours H224, 225, 226. Donc, ça, c'est les mentions de danger. Les HP3 et également les liquides de catégorie 4 avec le point d'éclair 60-93 degrés. Également, nouveauté pour les deux textes, donc c'est l'entrée en vigueur, c'est le 1er janvier 2021, et surtout, c'est la modification de la définition des installations existantes et nouvelles. La nouvelle date à prendre en compte, maintenant, c'est le 1er janvier 2021. Alors, pour les installations existantes, une chose importante à comprendre dans la façon dont étaient réalisés les textes, c'est qu'en annexe, vous trouverez tout un tas de prescriptions, d'adaptation des prescriptions pour les installations existantes. Donc, si on a une installation existante, je dirais presque que le premier réflexe, c'est d'aller voir les annexes, de voir dans quel cas vous êtes et de vérifier si les nouvelles prescriptions vous sont applicables. Alors, il y a plusieurs cas, soit elles vous sont applicables, soit elles ne le sont pas, soit elles le sont applicables avec un délai, ou bien elles sont aussi adaptées, elles peuvent être adaptées. Alors, les délais que vous allez retrouver au niveau de ces annexes pour les établissements existants, ça dépendra du type de prescription. Ça ira jusqu'en 2026 pour l'arrêté du 24 septembre 2020, les récipients mobiles, et ça pourra aller jusqu'en 2031 pour les réservoirs fixes, donc l'arrêté du 3 octobre 2010. Donc voilà, ce qu'il faut bien retenir sur cette diapo, surtout, c'est que pour tout ce qui est installation existante, je vous invite vraiment à vous rendre tout de suite sur les annexes pour vérifier si c'est applicable ou pas pour vous et s'il y a des délais ou si c'est aménagé. Donc, on commence avec maintenant l'arrêté du 24 septembre 2020, les récipients mobiles. Alors, notions et définitions, c'est indispensable parce qu'il y a des nouvelles notions, on va voir pas mal de nouvelles notions et des définitions qu'il faut qu'on comprenne ensemble avant de pouvoir continuer et comprendre ce qui se passe au niveau du champ d'application et des prescriptions. Sinon, on n'arrivera pas à bien les saisir. Alors, premièrement, dans le texte, on fait la différence entre trois types, on va dire, de stockage. Tout à gauche, c'est tout ce qui va être les stockages couverts, avec la possibilité d'avoir des cellules liquides inflammables ou des cellules de produits combustibles. Au milieu, on a les stockages extérieurs. Et à droite, on a un stockage couvert-ouvert, un peu particulier, mais pas si compliqué que ça à comprendre. On va le voir ensemble juste après. Donc, chacun de ces types de stockage sera réglementé de façon différente. Je reviens aussi alors sur la notion de récipient mobile. Donc, il faut bien avoir en tête, donc là, on est dans l'arrêté pour les récipients mobiles du 24 septembre 2020. Cet arrêté, il va réglementer uniquement les récipients mobiles. Donc, la contenance, la valeur à retenir, c'est 3 mètres cubes. Au-delà de 3 mètres cubes, ou à partir de 3 mètres cubes, on n'est plus considéré comme un récipient mobile. Et donc, l'arrêté ne va pas réglementer nos récipients. Alors, par exemple, l'exemple type, c'est tout en haut à droite sur la photo. Vous voyez, il y en a peut-être qui connaissent, c'est ce qu'on appelle parfois des isotanks ou des isoconteneurs. Donc, c'est des contenants qui servent de stockage, mais avec une contenance, un volume qui tourne aux alentours des 20 mètres cubes en général. Donc là, du coup, typiquement, on est sur des contenants mobiles, mais qui sont supérieurs à 3 mètres cubes, et du coup, on n'appliquera pas notre arrêté. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, si ces récipients, si ces conteneurs isotanks sont utilisés comme des réservoirs fixes, je ne sais pas si vous les utilisez comme des réservoirs fixes sur votre site, que vous les déplacez uniquement une fois tous les
2 ans, 3 ans, voilà, ce sera à voir avec votre inspecteur. Et bien là, on appliquera l'arrêté du 3 octobre 2010 des réservoirs fixes. Par contre, si vous l'utilisez réellement comme récipient, comme contenant mobile, eh bien, ce ne sera pas aucun des deux arrêtés qui s'appliquera. Vous aurez un arrêté préfectoral un peu sur mesure, voilà, à définir en fonction de l'évaluation des risques. Et voilà, ça n'empêche pas que cet arrêté sur mesure pourra s'appuyer sur les arrêtés existants. Ensuite, on a une nouvelle notion, donc c'est la notion de contenant fusible. Donc, un contenant fusible, c'est un contenant dont au moins un des matériaux a un point de fusion inférieur à 330 degrés. En fait, c'est simplement un contenant qui est susceptible de fondre en cas d'incendie. Donc, typiquement, là, la photo un peu au milieu, c'est un GRV ou un IBC en anglais. Et donc là, typiquement, ça, c'est ce qu'on retrouve beaucoup sur vos sites. C'est un contenant fusible. En bas à droite, on a un autre exemple. C'est un fût métallique qui est posé à l'horizontale. Donc, a priori, un fût métallique, ce n'est pas un contenant fusible. Par contre, vous voyez que sur ce fût, on a mis un robinet, une petite vanne sur cette photo. Et cette vanne, potentiellement, elle peut fondre en cas d'incendie. Donc, potentiellement, ce fût peut être considéré comme un contenant fusible. Alors, pourquoi on parle de contenants fusibles? Vous verrez que les contenants fusibles sont plus sévèrement réglementés que les autres contenants. Également, une nouvelle notion, c'est la notion des liquides combustibles et solides liquéfiables combustibles. Donc, c'est les produits combustibles. On va considérer qu'on est dans ce cas-là, dans ce type de produit, à partir du moment où on a une température de fusion inférieure à 80 degrés, un pouvoir calorifique supérieur à 15 mégajoules par kilogramme. Donc ça, c'est des informations qu'on peut retrouver sur les FDS. Si on ne les a pas, il faut les demander aux fabricants. On exclut de ces produits combustibles tous les liquides avec un point d'éclair inférieur à 93 degrés. Donc là, forcément, c'est tout ce qui est les liquides inflammables classiques de catégorie 1, 2, 3, 4. Les emballages et les contenants aussi sont exclus. Et également les produits non susceptibles de générer une nappe enflammée lors d'un incendie. Des exemples, ça va être les huiles végétales, ce qu'on appelle les MAG, donc l'ester méthylique d'acide gras, les biocarburants. En haut à droite de chaque diapo, j'ai oublié de vous dire, je vous ai mis l'article qui est en référence. Donc là, ici, l'article 1-2. On continue sur les notions. Donc, on était juste avant sur les produits combustibles. Et ces produits combustibles, donc on a vu dans l'exemple sur l'incendie de Lubrizol, je vous ai dit, plus de 99% des produits qui ont brûlé, c'était des produits combustibles, pas des liquides inflammables. Du coup, dans le texte, à partir du moment où il y aura une notion de proximité entre des liquides inflammables et des produits combustibles, eh bien, on va souvent les considérer, les réglementer de la même façon que des liquides inflammables. C'est pour ça que cette notion de proximité, elle est importante. Et quand est-ce qu'on considère qu'on a une proximité entre ces produits combustibles et les liquides inflammables? Ce sera à partir du moment où les stockages sont disposés dans la même rétention ou bien dans la même zone de collecte extérieure. Donc, zone de collecte, c'est-à-dire qu'on aura une rétention déportée, ou bien dans la même cellule. Autre condition, si la distance entre les stockages est inférieure à 10 mètres. Donc, inférieur à 10 mètres, on considérera qu'ils sont à proximité. Alors, pas de proximité si on a un mur de séparation coupe-feu REI 120, ou bien si on démontre qu'il n'y a pas d'effet domino d'un stockage vers l'autre. Donc, les effets dominos, ce sera les effets thermiques, c'est les 8 kW par mètre carré. Voilà, on a vu les produits combustibles et cette notion de proximité. Maintenant, un point sur les cellules. Alors, la définition des cellules, c'est une partie d'un stockage couvert. Donc, on est dans un bâtiment, on est dans un stockage couvert. À partir du moment où il va être compartimenté par un mur coupe-feu REI 120,
Donc, on va former une cellule. Par contre, il y a une phrase qui a été rajoutée. Je vous la lis et après, je vous l'explique. Donc, c'est un stockage couvert non compartimenté par REI 120, par un mur coupe-feu REI 120, forme une cellule unique. Alors, celle-là, cette phrase, il faut la lire et se poser un peu pour la comprendre. Je vous l'explique. Donc, un stockage couvert non compartimenté, en fait, on est dans un bâtiment, un stockage couvert, où on n'a aucune compartimentation à l'intérieur. Eh bien, on ne peut pas dire qu'on n'a pas de cellule. Si on n'a aucune compartimentation, on va considérer que tout notre bâtiment forme une cellule. Et la notion de cellule, forcément, j'insiste sur toutes ces notions parce qu'après, la réglementation et les prescriptions vont être plus ou moins restrictives et sévères selon que c'est une cellule ou pas. Donc voilà, ce qu'il faut bien retenir, c'est que même si on n'a pas de compartimenté notre bâtiment par des murs REI 120, on va considérer quand même que tout notre bâtiment forme une cellule. Alors ensuite, quand est-ce qu'on aura une cellule dite de liquide inflammable? Alors les cellules de liquide inflammable, dans le texte, c'est ce qui va être vraiment le plus sévèrement réglementé. C'est à partir du moment où dans cette cellule, on a une présence supérieure ou égale à 2 mètres cubes de liquide inflammable. Donc autant dire que ce sera très souvent le cas. Si vous avez des liquides inflammables, je pense que vous allez souvent être au-dessus des 2 mètres cubes. Donc, très souvent, vous aurez des cellules de liquide inflammable. Ensuite, il y a les cellules également. On fait la différence dans la réglementation avec les cellules des produits combustibles. Et là, du coup, on dit que ce n'est pas des cellules de liquide inflammable. Et ensuite, il y a des seuils. Donc, le seuil, c'est 500 tonnes de produits, donc de liquide inflammable et de liquide combustible. Donc, 500 tonnes. Ou bien 100 tonnes si on a des contenants fusibles supérieurs à 2 litres, ou bien 50 tonnes si on a des contenants fusibles supérieurs à une contenance de 30 litres. Voilà. Notez bien ce numéro de diapo. Si vous avez des questions dessus, on reviendra. C'est la diapo 12. Alors, je continue maintenant avec la notion des stockages couverts-ouverts. Alors, qu'est-ce que c'est que ces stockages? Donc, c'est un stockage sous toiture dont le périmètre est suffisamment aéré pour permettre un désenfumage naturel. Et là, dans la définition qui est donnée, c'est un bâtiment où les parois sont ouvertes au minimum à 70%. Donc, soit minimum 70% des surfaces des façades sont ouvertes. Alors, comment on va réglementer ces stockages couverts-ouverts? Eh bien, de façon générale, on va les réglementer comme des stockages couverts. Sauf, donc je vous disais, il y a pas mal d'exceptions dans ce texte et de cas particuliers, sauf pour ce qui va concerner les aménagements, les rétentions et la défense incendie. Donc, c'est à chaque fois un article qui est dédié pour l'aménagement, un article pour la rétention, un article pour la défense incendie. Et là, c'est au choix. Donc, c'est à votre choix, à vous, d'exploitant. Soit vous le considérez comme un stockage extérieur et donc vous allez appliquer les 3 articles qui sont dédiés au stockage extérieur, soit vous choisissez de le considérer comme un stockage couvert et donc vous allez appliquer les 3 articles qui sont dédiés au stockage couvert. Je continue. Alors maintenant, on va entrer dans le champ d'application. Donc là, l'idée, c'est que vous puissiez savoir à partir de quel moment vous êtes concerné ou pas par ce texte. Alors, la première partie du champ d'application, celle-ci, je ne vais pas passer trop de temps parce que c'est ce qui était déjà existant auparavant. Donc, c'est à partir du moment où vous avez une installation qui est classée à autorisation au titre d'une rubrique dite liquide inflammable. Donc, ces rubriques liquide inflammable, donc c'est les rubriques qu'on appelle génériques, la 1436 pour les liquides de catégorie 4, les liquides inflammables de catégorie 4, la 4330 et la 4331 pour les autres liquides de catégorie 1, 2, 3. Et ensuite, il y a également toutes les rubriques 4722 et celles qui suivent qui sont affichées à l'écran,
Celle-ci, elle concerne des produits bien spécifiques, comme le méthanol, par exemple, ou tout ce qui est acrylate de méthyle, etc. Donc, chaque rubrique concerne uniquement un produit. Et alors, on a également la 4510 et la 4511, mais attention là, uniquement pour le pétrole brut. Donc ça, c'était ce qui était déjà existant, c'était le champ d'application d'avant, donc qui a été repris. Et la nouveauté, elle est sur la diapo d'après. Donc la nouveauté, c'est l'extension du champ d'application au liquide inflammable, donc de catégorie H224, H225, H226, donc respectivement les liquides inflammables de catégorie 1, 2, 3 et la mention danger HP3, c'est les déchets. À partir du moment où vous avez une installation sur votre site à autorisation. Alors, j'explique cette phrase tout en haut. Sur votre site, ce qu'il faut regarder, c'est est-ce que vous avez… Alors, la première chose à regarder, c'est sur la première diapo. Si vous êtes d'abord, la première question à se poser, c'est est-ce que vous êtes dans ce cas-là? Donc, est-ce que vous avez une installation à autorisation au titre d'une rubrique liquide inflammable? Si c'est le cas, vous vous posez plus de questions, vous êtes potentiellement soumis aux deux textes, l'arrêté du 24 septembre 2020 et du 3 octobre 2010, pour vos récipients fixes et mobiles. On ne se pose plus de questions. Si ce n'est pas le cas, on se pose cette deuxième question. Est-ce que sur votre site, vous avez une installation à autorisation? Et là, attention, c'est à autorisation, quelle que soit la rubrique. Je répète bien, c'est quelle que soit la rubrique, peu importe la rubrique. Il faut juste avoir une installation avec une rubrique classée à autorisation. Ensuite, est-ce qu'on a des liquides avec les mentions de danger H225, 224, 225, 226 et HP3 à partir de certains seuils? Donc, si le volume total, le premier seuil, c'est les 1000 tonnes. Donc, si le volume total est supérieur à 1000 tonnes de ces produits-là, qui sont affichés juste au-dessus, eh bien, on est soumis également potentiellement aux deux textes. Comment on définit ces seuils? Quels produits on prend en compte? Eh bien, on applique déjà, premièrement, la règle de connexité. Donc, c'est-à-dire qu'on va prendre toutes les installations du site. Donc, la première étape, on a regardé si on avait une installation à autorisation. Donc, on répond oui, on en a une qui est à autorisation, peu importe sa rubrique. Ensuite, on va venir regarder toutes les installations et même ce qui n'est pas ICPE. Donc, on va venir regarder tous les produits qu'on va trouver sur notre site, finalement. Et vraiment, on pousse le raisonnement jusqu'au bout, c'est-à-dire que peu importe le type de contenant, que ce soit du fixe, mobile ou de l'enterré. Et on y va encore un peu plus, c'est peu importe l'utilisation du produit, que ce soit du stockage, que ce soit utilisé dans un process de fabrication ou que ce soit tout simplement la fabrication du produit. Donc ça, c'est important à bien le comprendre, la façon dont on détermine ce seuil de 2000 tonnes. Et on verra que les produits, ce qu'on regarde pour déterminer ce seuil de 1000 tonnes, eh ben, ce n'est pas forcément les mêmes produits sur lesquels on appliquera les prescriptions dans le texte. Par exemple, là, vous voyez bien, ici, je vous ai dit qu'on prend en compte les produits qui sont dans des récipients enterrés, dans des contenants enterrés. Pourtant, notre arrêté, là, c'est un arrêté de récipient mobile, donc il n'y aura pas de prescription sur ce qui est enterré. Pourtant, pour définir le premier seuil, le seuil des 1000 tonnes et savoir si on applique les textes, eh bien, on va regarder quand même ces produits-là. Ensuite, si on répond pas, on n'est pas dans ce seuil des 1000 tonnes, ce qu'on va regarder maintenant, c'est uniquement les contenants fusibles qui sont sur notre site et vérifier si on est supérieur à 100 tonnes. Donc là, du coup, pareil, on applique la connexité, donc peu importe le type d'installation, peu importe le type d'utilisation, stockage, process, fabrication. Par contre, on va regarder effectivement là que les contenants fusibles. Et du coup, là, si on se trouve dans ce dernier cas, donc on a des contenants fusibles supérieurs avec une contenance supérieure à 100 tonnes, on va appliquer uniquement l'arrêté des récipients mobiles. On n'appliquera pas l'autre, celui des réservoirs fixes.
Donc, notez aussi cette diapo. Je pense qu'il y aura peut-être des questions dessus. C'est la diapo 16. Et maintenant, je vais vous présenter sur quel produit on va appliquer les prescriptions. Donc là, on est en train d'essayer de savoir sur cette diapo là qui est à l'écran, on est en train d'essayer de savoir si les arrêtés sont applicables, nous sont applicables. Une fois qu'on a dit oui, alors je passe à la diapo d'après. Maintenant, sur quels produits vont s'appliquer les prescriptions? Ben maintenant, on va appliquer les prescriptions uniquement sur tout ce qui va être stockage, en récipient mobile, parce qu'on est dans l'arrêté des récipients mobiles. Par contre, on continue d'appliquer la connexité, donc sur toutes les installations du site. Et cette fois-ci, on va les appliquer sur quoi comme produit? Sur toujours les H224, 225, 226 et HP3, les catégories 1, 2, 3. Donc, plus les liquides de point d'éclair entre 60 et 93. Et ces liquides de point d'éclair compris entre 60 et 93 degrés, c'est les liquides de catégorie 4. Et vous voyez là que ces liquides de catégorie 4, on ne les a pas pris en compte avant pour définir les 1000 tonnes. Donc, il y a une petite gymnastique, une petite logique à comprendre. C'est vraiment quand les produits que vous allez regarder pour définir ces seuils de 1000 tonnes et 100 tonnes, ce n'est pas la même chose que les produits sur lesquels vont s'appliquer les prescriptions. Il faut bien le retenir. C'est vraiment ce qu'il faut retenir de ces diapos. J'ai mis entre parenthèses pas les alcools de bouche. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas réglementés dans la réglementation CLP. Et ensuite, les autres produits, bien sûr, qui vont être réglementés dans l'arrêté, c'est tout ce qui est produits combustibles, donc les liquides combustibles et les solides liquéfiables combustibles. J'avance sur la diapo d'après. Alors, une petite diapo pour l'antériorité. Donc, les installations nouvellement soumises au champ d'application ne relèvent pas du régime des droits acquis. Il n'y a pas d'antériorité. Ce qui se passe, c'est qu'il est demandé dans le texte à l'exploitant de se faire connaître à l'inspection, auprès de l'inspection, dans un délai d'1 an, et de fournir un bilan de conformité aux prescriptions applicables. Donc là, il faut faire un point sur tous les produits que vous stockez, en quelle quantité, quelles caractéristiques, et faire un bilan des prescriptions qui vous sont applicables ou pas, et les délais dans lesquels vous pensez vous mettre en conformité, bien sûr, dans le respect des délais qui sont réglementaires. Un petit schéma que vous retrouverez dans le guide. Il y a une formation hier de la DGPR à destination des exploitants. Peut-être que certains d'entre vous y étaient. Donc, un petit schéma pour résumer cette notion du champ d'application. Je les simplifie un peu, vous le retrouverez un peu de façon un peu différente. Moi, je les simplifie en 3 questions qu'il faut se poser dans l'ordre. Donc, la première question pour savoir si vous êtes soumis ou pas à ces textes, c'est de se demander si vous avez une installation classée à autorisation au titre d'une rubrique liquide inflammable, donc toutes les rubriques qu'on a mentionnées tout à l'heure. Si c'est le cas, on s'arrête là, on ne se pose plus de questions, vous êtes potentiellement soumis, vous allez réglementer vos récipients mobiles avec l'arrêté du 24 septembre 2020 et vos réservoirs fixes avec l'arrêté du 3 octobre 2010. Si ce n'est pas le cas, alors vous regardez si sur votre site, vous avez une installation classée à autorisation, peu importe sa rubrique. Et si vous avez des produits H224, 225, 226 et HP3 qui dépassent les 1000 tonnes. Si c'est le cas, de nouveau, vous appliquerez les 2 textes. Ensuite, si ce n'est pas le cas, donc là, on va se concentrer uniquement sur les contenants fusibles et le seuil, c'est 100 tonnes. Et si vous êtes dans ce cas-là, eh bien, vous appliquerez uniquement l'arrêté du 24 septembre 2020. Voilà, je vous laisse la diapo un peu avant de passer. Donc, l'idée, c'est vraiment de se concentrer sur ces 3 questions et de se les poser dans l'ordre. Et à partir du moment où vous en répondez oui à une, vous arrêtez et vous avez votre réponse. Vous savez ce que vous devez appliquer ou pas. Je ne l'ai pas dit en début de… Enfin, je ne sais pas si il a été dit par l'organisateur, mais en fin de présentation, j'ai réservé quelques cas pratiques
que je veux faire avec vous, mais enfin avec ceux qui souhaiteront rester, qui ont un peu de temps. Et donc voilà, ce sera l'occasion de mettre en application ce logigramme et de pouvoir définir à partir de quel moment vous appliquez les arrêtés. Donc je l'ai vraiment mis en fin, donc comme ça ceux qui veulent partir peuvent partir, et puis ceux qui veulent rester, on pourra rester et faire ensemble les exercices d'application. Alors, les nouvelles prescriptions majeures. Donc, j'ai choisi de vous présenter quelques prescriptions, les plus importantes. Donc, on va commencer avec l'implantation par rapport aux limites du site. Donc, pour les installations nouvelles, pour les stockages extérieurs, il est demandé de s'implanter à une distance minimale de 20 mètres des limites du site. Pour les stockages couverts, en plus des 20 mètres, il est demandé de respecter également l'équivalent d'1,5 fois la hauteur du stockage. Alors, il est précisé dans le texte que ces distances peuvent être inférieures s'il est démontré qu'il n'y a pas de zone de danger grave qui sort des limites du site. Donc, les zones de danger grave, ce sera les seuils des effets létaux. Donc là, on est dans le cadre des nouvelles installations. Pour les installations existantes, alors, si vous ne respectez pas, si l'installation existante ne respecte pas les prescriptions juste au-dessus pour les installations nouvelles, eh bien, il est possible de faire une étude d'effet thermique, mais avant le 1er janvier 2023, pour vérifier l'absence d'effet domino. Donc ici, ce qui va être regardé, c'est les effets thermiques, les 8 kW par mètre carré, donc qui ne devront pas sortir du site et toucher une zone d'occupation permanente. Donc c'est typiquement les zones d'habitation, les ERP. Voilà. Donc je pense qu'il y aura peut-être des questions sur cette diapo aussi, sur la 21, on est sur la diapo 21. Alors, deuxième prescription, c'est des interdictions. Donc ça, c'est une grosse prescription pour les exploitants. Un grand changement, donc c'est les interdictions de stocker des liquides inflammables dans les contenants fusibles. Donc dans certains cas, ça va concerner uniquement les liquides avec la mention danger H225, les liquides de catégorie 2, et les liquides de catégorie 1, les H224. Sur cette prescription, c'est la seule où on va avoir un délai d'application, même pour les installations nouvelles. Donc en 2023 pour les liquides de catégorie 1 et en 2026 pour les liquides de catégorie 2. Donc là, pour juste à gauche, les contenants fusibles, ils sont différenciés de 3 façons. Donc, il y a les petits contenants qui sont inférieurs à 30 litres, ceux qui sont compris entre 30 litres et 230 litres et ceux qui sont supérieurs à 230 litres. Et on différencie également les produits, les liquides inflammables qui vont être miscibles à l'eau. Alors, c'est très détaillé, c'est bien défini dans le texte. Moi, je vous dirais juste là pour simplifier que c'est les liquides qui se mélangeront bien avec l'eau. Mais il y a des caractéristiques bien définies dans le texte que je vous invite à aller regarder. Alors, ces interdictions, comment ça se passe? Alors, au niveau des liquides de catégorie 2, à l'extérieur, il n'y a pas d'interdiction. Donc, on peut les stocker comme on le faisait habituellement. Par contre, en intérieur, on a le droit de les stocker uniquement en petits contenants, donc inférieurs à 30 litres, ou bien jusqu'à des contenants de 230 litres si le liquide est miscible à l'eau. Et pour les liquides de catégorie 1, c'est plus radical et plus simple à expliquer, c'est qu'on a le droit uniquement de les stocker en petits contenants inférieurs à 30 litres. Donc ça va être une grosse modification. Voilà. Il y a des exceptions. Donc si on a un volume inférieur à 2 mètres cubes dans une armoire dédiée coupe-feu,
Et également, si on a un dispositif d'extinction adapté et qualifié via la réalisation d'une campagne d'essai. Donc, le texte l'écrit comme ça. Il est rajouté qu'il s'agit là d'un protocole reconnu par le ministère. Donc là, je pense qu'il y aura des questions là-dessus, seulement on ne pourra pas trop y répondre aujourd'hui parce que c'est en cours d'élaboration. Donc, sur cette façon de réaliser et de démontrer qu'on a des dispositifs d'extinction adaptés, il va falloir qu'on attende un petit peu encore et on n'a pas plus de détails pour l'instant. Alors maintenant, sur les capacités de rétention. Donc, la façon dont on va calculer le volume de nos rétentions. Alors, le cas général, pour les liquides inflammables et les produits combustibles qui sont à proximité des liquides inflammables, le cas général, c'est que c'est 50%, je vais dire 50% du volume total, sauf si on est en contenant fusible. Là, on voit qu'en contenant fusible, on est à 100%. Donc, la rétention doit être de 100% du volume qui est stocké. Si on est sur des contenants inférieurs à 800 litres, on doit aussi appliquer la règle des 100%. Ce qui est un peu nouveau, donc à droite, si on continue, c'est qu'il faut ajouter à ça les eaux incendie et surtout le volume des eaux incendie. Donc, c'est le volume théorique qui a été défini dans votre stratégie incendie. Et les eaux intempéries, donc à raison de 10 litres par mètre carré de surface exposée. Cette dernière prescription-là, d'inclure les eaux intempéries, elle n'est pas appliquée pour les installations existantes. Ensuite, on a deux autres cas. Alors, les cellules LI, les cellules liquides inflammables et les cellules de produits combustibles, où là, c'est pareil pour les installations existantes. Il faudra aller voir dans les annexes, vous avez des prescriptions qui sont adaptées. Donc, ce ne sont pas celles-ci que je vais citer. Celles-ci, c'est uniquement pour les installations nouvelles. Pour les cellules de liquide inflammable supérieures à 500 mètres carrés, donc il y a une obligation d'utiliser une rétention déportée avec un volume de 100% du volume stocké de produit. Et on est limité également dans la zone de collecte. On doit réaliser des zones de collecte de surface maximum de 500 mètres carrés. Donc, on a le droit d'avoir une cellule qui fait par exemple 1000 mètres carrés, mais la zone de collecte, on va devoir la diviser en deux. On va devoir créer deux zones de collecte. Pour les cellules des produits combustibles à proximité, supérieures à 500 mètres carrés, donc là, c'est 100%. Il n'y a pas d'obligation d'avoir une rétention déportée ou locale. C'est vous qui choisissez. Et par contre, le volume, c'est toujours 100%. Et du coup, la zone de collecte, elle augmente. On a le droit de faire des zones de collecte allant jusqu'à 1000 mètres carrés. Il y a des règles un peu plus complexes et détaillées pour les autres liquides. Donc là, pour notre formation d'aujourd'hui, je ne vais pas les détailler. Je vous donne l'article en référence. Pour les installations existantes, donc s'il y a des aménagements à faire pour respecter ces prescriptions et les prescriptions que vous verrez en annexe qui sont adaptées, les délais, c'est jusqu'en 2026. Alors, une autre prescription au niveau de l'implantation, cette fois-ci des stockages, donc la façon dont vous allez réaliser vos îlots. En extérieur, c'est le plus simple. Il y a une hauteur de 5 mètres maximum et une surface de 1000 mètres carrés maximum. Ensuite, vous allez avoir des distances d'isolement à respecter en fonction de la superficie de votre îlot. Donc, il y a 10 mètres d'isolement pour un îlot jusqu'à 500 mètres carrés, 15 mètres si vous allez jusqu'à 750 mètres carrés et au-dessus de 750 mètres carrés jusqu'à 1000 mètres carrés, c'est 20 mètres. Alors, ici aussi, vous pouvez opter pour des distances inférieures si on démontre qu'il n'y a pas d'effet domino. Donc, l'effet domino, c'est toujours les 8 kW, c'est les effets thermiques, c'est toujours les 8 kW par mètre carré. Alors là, c'est applicable aux installations existantes.
Et donc, le délai, c'est 2026. Maintenant, on passe au stockage couvert. Donc, au niveau du stockage couvert, c'est un peu plus détaillé. On va parler là sur cette diapo uniquement des hauteurs déjà. On différencie en bas sur les photos selon qu'il s'agit d'un stockage en masse. Ce qu'on appelle stockage en masse, c'est quand vous empilez les récipients, les contenants, les uns sur les autres, directement les uns sur les autres. Donc là, on voit des GRV qui sont empilés les uns sur les autres à droite. Et en bas à gauche, la photo, on distingue également si vous êtes en stockage en rayonnage, donc sur des étagères. Donc les règles ne sont pas tout à fait les mêmes. Quand on est en stockage en masse, on est limité à 5 mètres de hauteur. En rayonnage, on est aussi limité à 5 mètres, mais on a le droit de monter jusqu'à 7,60 mètres si on a des contenants inférieurs à 230 litres. Et il n'y a pas de limite si on est avec des contenants inférieurs à 30 litres. Par contre, on doit respecter une hauteur maximale par rapport au toit de 1 mètre. Et bien sûr aussi, il faut penser au système d'extinction. Si vous en avez un, il faut qu'il puisse rester fonctionnel. Donc ça, c'est des prescriptions qui sont applicables aux installations existantes avec un délai en 2026. Donc là, on a vu les hauteurs pour les stockages couverts. Maintenant, on va voir les surfaces, les prescriptions qu'on a pour les surfaces. Alors là, pour les surfaces, il y a beaucoup, il n'y a que la première, là, le stockage en masse avec une surface maximale de 500 mètres carrés qui va concerner les installations existantes et les nouvelles. Par contre, les autres prescriptions que j'ai notées là à gauche, celles-ci, elles sont pas applicables pour les existantes, elles sont adaptées. Donc, il faudra les voir également en annexe. Donc, si je les reprends, au moins pour les installations nouvelles, donc on est limité pour les stockages en masse à une surface de 500 mètres carrés. Pour les cellules de liquide inflammable, on est limité à 3500 mètres carrés. Et on a aussi des limitations de surface pour les zones de collecte et les rétentions. Donc, pour les cellules liquides inflammables, c'est maximum 500 mètres carrés. Et pour les cellules de produits combustibles, on est à maximum 1000 mètres carrés. On passe à la diapo d'après. Donc là, c'est la fin des prescriptions. C'est la dernière partie, c'est les moyens de lutte incendie. Le premier point, c'est que si vous vous trouvez en face d'une installation mixte avec des réservoirs fixes et mobiles, eh bien, ce n'est pas les règles de protection incendie de l'arrêté du 24 septembre 2020 qui vont s'appliquer, ce sera ceux du 3 octobre 2010, avec l'article 43. C'est le premier point. Ensuite, donc il y a l'obligation d'établir une stratégie de lutte incendie pour l'extinction des 5 scénarios de référence qui sont cités dans le texte en moins de 3 heures. Également nouveau, c'est la marge forfaitaire. Il y a une marge forfaitaire des ressources en eau et en émulseur qui est demandée à hauteur de 20%. Donc, par rapport à votre calcul théorique qui est défini dans la stratégie incendie, donc le volume qui aura été défini, il va falloir avoir sur site un supplément de 20%. On demande également de prévoir, on demande à l'exploitant de prévoir les conditions de lutte incendie en cas d'incendie supérieur à 3 heures. Et également, une dernière prescription pour les cellules de liquide inflammable, c'est l'obligation d'avoir un système d'extinction automatique incendie. Sachant que cette prescription, la dernière, les systèmes d'extinction automatique incendie obligatoires, elle est aménagée pour les existants, pour les installations existantes. Donc, il y a d'autres prescriptions qui sont applicables. Pour les installations existantes, donc les délais, ce sera selon les prescriptions, entre 2023, les délais d'application entre 2023 et 2026.
Alors, je vous fais un petit point sur les délais d'application avec les principales dispositions. Donc, un petit résumé. Les dispositions constructives, donc tout ce qui va concerner la conception des bâtiments, la taille des cellules, la résistance des matériaux, pour les installations existantes, c'est 2026. Pour les nouvelles, hein, bien sûr, quand je ne précise pas, c'est au 1er janvier 2021. Tout ce qui va être interdiction de stockage, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la seule prescription, ou même pour les installations nouvelles, il y a un délai entre 2023 et 2026. Donc 2023 pour les H225 et 2026 pour les H224. Ce qui va être condition de stockage, les hauteurs, les surfaces et les distances d'éloignement. Pour les installations existantes, c'est 2026 le délai. Tout ce qui va concerner l'implantation par rapport aux limites du site avec la fameuse étude thermique. Donc là, l'étude, c'est 2023, le délai pour la remettre. Et les travaux, vous avez jusqu'en 2026 pour les faire. Les rétentions, là, c'est 2026 le délai. Et ce qui va concerner la défense incendie, donc là, tout ce qui est stratégie incendie, c'est 2023 pour la mettre en place. Et les travaux, s'il y en a, c'est jusqu'en 2026 les délais. Donc, on a fini avec l'arrêté du 24 septembre 2020 pour les récipients mobiles. Avant de passer là, on va s'arrêter. Et moi, j'ai pas une vue sur le chat. Et voilà, et si vous avez des questions, je ne sais pas, je laisse l'organisateur de la CCI reprendre la main. Oui, merci Monsieur Mbarki. Si vous souhaitez poser des questions, écoutez, c'est le moment. Je vous propose de lever la main. J'ai déjà une main levée. Monsieur ou Madame Delausanne, je vous en prie. Oui, bonjour, c'est deux petites questions. Page 10, les exemples que vous donniez de stockage, c'était de mémoire, il y avait les huiles, etc., alimentaires. Je voulais m'assurer d'avoir bien compris que l'exemple, c'était parmi les produits qu'on compte dans les solides liquéfiables combustibles. C'est pas l'exemple, il ne se reporte pas à l'exclusion. Non, l'exemple, c'est, oui, excusez-moi, oui, l'exemple, ça ne se reporte pas à l'exclusion. L'exemple, c'est ce qu'on peut considérer comme des produits combustibles. D'accord, c'est logique, mais bon, je voulais m'en assurer. Non. Et page 12, Voilà. lorsqu'on prend en compte l'ensemble du bâtiment, s'il n'y a pas de compartimentation RUI 120, c'est-à-dire que même si dans le bâtiment, il y a d'autres activités que du stockage. Oui. On est d'accord. Ok. Voilà, merci. Vous avez dit d'autres, hein. Il faut qu'il y ait une activité de stockage, mais s'il y a d'autres choses avec, on va considérer que tout le bâtiment est une cellule unique. Voilà, d'accord. Merci. Ouais. Bonjour Madame Leroy, c'est à vous. Bonjour Monsieur Bernet. Alors, une petite question. Déjà, merci pour cette présentation qui est très très claire. Ça, c'est pour un sujet aussi complexe et c'est pas facile. Une petite question. Un GRV ou un Big Bag, c'est à peu près une tonne de polymère plastique, est-il un solide liquéfiable combustible? Ça fond, mais ça ne brûle pas. Ça dégage des fumées. Alors, vous pouvez répéter un GRV? Un GRV, alors attendez, c'est quoi? Parce que vous m'entendez clairement ou pas? Oui, je vous entends. Un GRV, donc, ou Big Bag, hein, c'est la même révélation, à peu près d'une tonne de polymère plastique, est-il considéré comme un solide liquéfiable combustible? Là, il va falloir regarder soit dans les FDS, la fiche de données de sécurité, ou bien consulter le fournisseur ou le fabricant. Il va falloir respecter ce que j'ai sur la diapo là, que je vous présente. Donc, la température de fusion devra être inférieure à 80 degrés et le pouvoir calorifique va devoir être supérieur à 15 mégajoules par kilogramme. Si c'est le cas, oui, vous allez être considéré comme des produits combustibles. D'accord. Et dans ce cas-là, c'est du récipient mobile après.
Oui, là, vous êtes en récipient mobile, a priori. Par contre, si il est démontré qu'en cas d'incendie, ce produit ne peut pas générer de nappe enflammée, là, on ne le considérera pas comme un produit combustible. Très bien. Très bien. Merci beaucoup pour votre éclaircissement. De rien. Y a-t-il d'autres questions? Allez-y, c'est le moment. Si votre Marie, il y a 2 questions sur le chat. Alors, je vais les lire puisque Mickaël n'a pas accès au chat. C'est quelle est la définition d'une installation mixte? Page 28. Si on a un stockage de réservoir fixe extérieur bien séparé des stockages mobiles, est-on considéré comme une installation mixte? En cas d'installation mixte, réservoir fixe et mobile, l'application. Donc, la question, c'est si les stockages sont bien séparés entre le mobile et le fixe, est-ce qu'on est considéré comme une installation mixte? Eh ben, on va se la noter, Anita. Moi, je dirais que oui, mais je confirmerai quand même. En principe, on appliquerait, oui, le texte en considérant que c'est mixte puisque c'est le réservoir fixe qui va avoir priorité sur le réservoir mobile. Oui. Moi, je dirais que oui, mais je préfère quand même vérifier et on pourra confirmer. Oui, Alors, si je peux me... Oui, c'est moi qui ai posé la question, mais alors après, c'est peut-être un peu confus pour moi. Admettons qu'on soit supérieur à 1000 tonnes, donc du coup, le texte s'applique, mais on est soumis à enregistrement. Et là, en fait, du fait qu'on soit considéré comme fixe, ça veut dire qu'en fait, on passe, au lieu de prendre juin 2015, on passe sur 3 octobre 2010. C'est ça que je comprends? Pour ce qui va être des moyens de lutte incendie, sachant que quand on va regarder l'article 43 du 3 octobre 2010, ben vous verrez qu'il renvoie des prescriptions en cas de récipient mobile à des prescriptions qu'on va retrouver dans l'arrêté du 24 septembre. Donc bon, voilà, c'est... Mais oui, si vous êtes mixte, la priorité, c'est d'appliquer l'article 43. Mais notez bien, gardez en tête que l'article 43 a été modifié et que pour les récipients mobiles, bah, parfois sur les prescriptions, au niveau des moyens de lutte incendie, il renvoie sur l'autre arrêté. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai fait l'exercice et que, du coup, à tort, et j'ai pas calculé les réservoirs fixes dans la somme des 1000 tonnes. Donc, je sais pas, il faut que je regarde si oui ou non. Mais ma conclusion actuelle, c'était qu'on était en dessous des 1000 tonnes et que de toute façon, on a très peu de contenants mobiles, puisque en fait, nous, on est plutôt en isocténaire qui sont pas qui bougent, hein. Donc du coup, on n'est pas dans ces arrêtés-là. On a vraiment un tout petit peu de mobiles sur site. La plupart sont des fixes. Et donc, du coup, avec les quantités, on était plutôt sur juin 2015 en enregistrement. Et ces 2 textes-là ne nous étaient pas applicables. C'était ma conclusion jusqu'à... J'ai même hésité à venir à ce webinaire en me disant, de toute façon, ces textes ne sont pas applicables pour moi. Et du coup, ce qui voudrait dire, c'est que si je dépasse ces 1000 tonnes, on arrive donc du coup à la conclusion que parce qu'on est fixe, même si on a vraiment très peu de mobiles, et parce que du coup, on a des réservoirs fixes et que du coup, avec les réservoirs fixes, on dépasse les 1000 tonnes. Du coup, on tombe sur 3 octobre 2010, alors qu'on a très peu de mobiles, qu'on est soumis à enregistrement. Enfin, ça me paraît un peu... Alors là, moi, je suis par contre certain de ma réponse. Je vous dis oui. Et c'est pas que 3 octobre 2010, c'est-à-dire 3 octobre 2010 pour vos... Donc là, on est sur moyen incendie. Moi, je parle de façon générale. Ce sera 3 octobre, si vous atteignez les 1000 tonnes, ce sera 3 octobre 2010 pour vos récipients mobiles, mais ce sera 24 septembre 2020 pour vos contenants mobiles, même s'il n'y en a pas beaucoup. Hein. Mais si vous voulez, même si je on sais pas est si vous avez un enregistrement sur les enflammables, quoi. Parce qu'on a une installation classée en 4510 en autorisation. Oui, oui. Là, c'est oui. OK. Et par contre, si vous avez un peu de temps, je ne sais pas, après, j'ai 1 ou 2 exemples où on fait ces calculs-là. Parce que j'ai même pas 100 tonnes de mobiles, quoi, sur le site, quoi, c'est ça.
Bah, si vous atteignez les 1000 tonnes en prenant en compte tout, hein, je vous ai mis dans l'exemple, même les enterrés, on les prend en compte. J'ai bien compris, ouais. Donc, vous allez Mais c'est le FIC qui réglementer. va faire les 1000 tonnes. Oui, c'est le C'est FIC. pas le FIC, quoi. Mais si vous voulez, je pense que l'esprit du texte, pour moi, comment je le comprends, c'est de prendre en compte le pouvoir calorifique de tout le site, en cas d'incendie sur tout le site. Donc, moi, c'est comme ça que je le comprends, hein. Après, par contre, sur votre question précise sur les 1000 tonnes, oui, hein, ça c'est certain. Si vous atteignez les 1000 tonnes avec vos réservoirs fixes, même si vous avez qu'une toute petite partie de récipients mobiles, vous allez être soumis à l'arrêté du 24 septembre 2020. Ok. Bah, merci pour. Enfin, je ne sais pas si je vous dis merci, mais merci pour les éclaircissements. Désolé. Merci madame. On va poursuivre les questions. Donc, madame Gauquer, c'est à vous. Alors, on ne vous entend pas, il faut ouvrir le micro. Non. Bon, bah écoutez, on va passer alors. Ah si, c'est bon, c'est bon. Allez-y. On ne vous entend pas. Je suis désolé, on ne vous entend pas. Je vais alors passer la main à madame Lindenmayer. Bonjour, bonjour Magali. Bonjour. J'avais une question qui concernait notamment la diapo en page 9 et 10, quand vous précisiez la notion de la définition de contenant fusible et vous évoquiez le cas des fûts métalliques avec vanne. Donc, si j'ai bien compris, dans ce cas de figure, on le considère comme un contenant fusible. Oui, c'est ça. Alors, sauf s'il est démontré que la vanne est en matériaux spécial et qu'elle résiste qu'elle n'a pas un point de fusion inférieur à 330 degrés. Ok. Donc, par rapport à la photo en page 10, si je voyais bien, il s'agissait d'un fût simple sans cette vanne, donc ceux-là, ils ne sont pas concernés par les textes. Non, a priori, non. Un fût complètement métallique avec le bouchon métallique, là, a priori, hein, c'est pas un contenant fusible. Ok. Merci. De rien. On va essayer de refaire une tentative avec madame Gauquer, si son micro fonctionne à présent. Non, c'est pas beaucoup mieux. Je suis désolé, madame. Posez peut-être votre question dans la boîte de dialogue. Madame Volon. Oui, bonjour. Moi, j'aurais une question par rapport au champ d'application, puisque donc, on s'est régi sous l'arrêté du 24 septembre 2020 si on a 100 tonnes de H224, 225, 226 en contenant fusible. Est-ce que si on a d'autres produits qui ne sont pas 224, 225 ou 226, qui sont malgré tout stockés en IBC ou avec fûts, avec des vannes plastiques ou autres, on est d'accord que ça ne rentre pas dans ce cadre-là? Non. C'est uniquement ce qui est uniquement en H224, 225, 226. Donc tout ce qui est fait au niveau des points éclairs, compris entre 60 et 93, aussi des liquides ou des solides liquéfiables inflammables, ça ne rentre pas dans ce champ d'application. Exactement, oui, vous avez raison. Ok, d'accord. Merci. De rien. Y a-t-il d'autres questions? Il reste 2 questions sur le chat aussi. D'accord. Bah, Anita, vous voulez procéder déjà aux questions sur le chat? Oui, alors il y a une question de Madame Figenwald. Donc, si j'ai bien compris, nous ne pourrons plus stocker des IBC de matières inflammables dans des stockages couverts. Cela représente pourtant la majorité de nos conditionnements. Oui, alors ça, c'est le point. C'est vrai, là, la prescription qui paraît la plus importante pour vous. Il y a des délais d'application et après, il y a encore ce point qui reste à éclaircir, c'est les dispositifs d'extinction adaptés.
avec le protocole reconnu par le ministère. Donc, on verra exactement quand ce sera bien défini. Peut-être qu'avec ça, on pourra continuer à stocker comme on le faisait avant, mais avec des dispositifs d'extinction adaptés. Mais sans ça, oui, théoriquement, il n'y a plus de contenants de 50 litres en 2025 sur des liquides de catégorie 1. Ça ne devrait plus exister. Autre question sur le chat, Anita? Oui, alors de Madame Gauquer. Donc, dans le recensement pour le positionnement des 1000 tonnes, seules les quantités stockées sont à considérer, car il est écrit que tout est à considérer, y compris le process. Donc, n'y a-t-il pas de distinction entre en cours de production? Donc, je pense que la question, c'est est-ce qu'on prend que les quantités stockées ou est-ce qu'on prend aussi en compte les en cours de production? Non, on prend tout. Pour les seuils de 1000 tonnes et de 100 tonnes, vraiment, on prend tout. On prend tout en compte. Je peux pas faire plus simple, que ce soit du stockage, du process ou peu importe. On prend vraiment tout en compte. Tout ce qui est susceptible d'être présent sur le site, voilà, on prend tout pour le seuil des 1000 tonnes et des 100 tonnes. Par contre, pour les prescriptions, on appliquera les prescriptions uniquement sur la partie stockage. Donc, je pense que ça répond à une autre question du chat qui disait de monsieur ou madame Fernandez, le volume total à prendre en compte est-il basé sur les liquides inflammables pour tout type de produit, quelle que soit leur nature? Le volume à prendre en compte. On prend tout en compte. Pour les 1000 tonnes et les 100 tonnes, les seuils des 1000 tonnes et 100 tonnes, on prend tout en compte dans le sens où on prend tout en compte, tout type d'utilisation, que ce soit du stockage, du process. Par contre, les produits, attention, c'est bien que les H224, 225, 226 et HP3. Donc, moi, je n'ai plus d'autres questions sur le chat. Très bien. Madame de Lausanne, vous souhaitiez de nouveau intervenir? Oui, j'avais une question par rapport au calcul des eaux incendies. C'était diapo 23. Sur les rétentions, en fait, on doit ajouter au volume de la rétention, donc de liquide inflammable, le volume des eaux incendies qui seront déversées, c'est ça? Oui, alors ça, c'est le volume d'eau incendie théorique que vous avez défini dans votre stratégie incendie. Oui, en revanche, on peut avoir plusieurs rétentions. Donc, est-ce qu'on recalcule le volume d'eau incendie relatif à la surface qui peut être inférieur si on compartimente le stockage et les rétentions? Parce que, admettons qu'on ait un volume d'eau incendie de 600 mètres cubes, il faut l'ajouter à chaque rétention. Ou est-ce qu'on va calculer au prorata, refaire le calcul, ramener à la surface de stockage? Notamment si on a du sprinklage, parce que le sprinklage, ça majore énormément les volumes d'eau incendie. J'arrive pas, à l'oral, j'arrive pas à me mettre à visualiser votre installation et votre cas précis. Je sais pas ce que je vous propose. C'était une question. J'ai pas justement d'installation en tête, mais je sais que c'est souvent un gros problème de caser les rétentions, même au niveau du foncier, parfois d'eau incendie sur les sites. Et pour le coup, si on a une surface de stockage, si on la compartimente avec nos rétentions, on est bien d'accord que le volume incendie calculé pour ces surfaces de rétention peut être inférieur au volume de la cellule complète. Oui. Oui, c'est ce qui va. Vous allez prendre soit le volume nécessaire pour l'extinction du stockage qui va se trouver sur la rétention locale ou sur la surface de collecte. D'accord, c'est ça. Je voulais m'assurer qu'on pouvait recalculer le volume incendie déversé sur je parle bien du dimensionnement de la rétention, d'adapter à la surface. Moi, c'est bien. Je vous remercie beaucoup. Michael, j'ai encore une question sur la rétention sur le chat aussi. Oui. Donc, c'est Madame Gauquer qui a, en cas de stockage mixte, donc une partie contenant des fusibles et une autre en récipient mobile non fusible. Est-ce que la capacité de rétention est 100% de toute la quantité ou 100% de la quantité fusible plus 50% de la quantité non fusible? Ben ça fait partie de l'exercice que j'ai prévu en cas pratique et c'est un peu difficile de l'expliquer comme ça à l'oral.
propose je ne sais pas si elle a le temps, la personne qui a posé cette question, d'attendre Oui, juste qu'on passe. je serai là après. Oui. Ok, bah super, parce que c'est un exemple exactement qu'on va faire ensemble. Ok, merci. Et j'ai encore une question de Madame Fingenwald sur le chat aussi, mais je ne comprends pas tout à fait. C'est si nous validons un stockage avec protection incendie, aurons-nous des nouvelles valeurs à respecter pour un stockage en rayonnage ou faut-il se baser sur les valeurs pour les plus petits contenants? J'ai pas compris non plus. Donc, je ne sais pas si Madame Fingenwald veut bien prendre la parole pour expliquer un petit peu sa question. Bon. Non, il n'y a pas de manifestation de Madame Fingenwald. Elle dit que son micro ne fonctionne pas. Donc, ça, c'est difficile là, dans ce cas-là. Voilà. Alors, soit c'est des mains levées qui n'ont pas été baissées, ou alors il y a d'autres questions. Madame Volon? Non. Madame de Lausanne, je pense que c'est bon. Madame Gauquer? Oui, je voulais juste, parce que comme maintenant j'ai retrouvé mon micro, je suis désolée pour avant, revenir sur la réponse que monsieur a fait sur la question sur les GRV et Big Bag qui sont, sont-ils solides, liquéfiables, combustibles? Donc c'était diapo 10. Vous avez répondu que oui, mais pourtant dans les exclusions sur la diapo, il y a marqué que ça ne concerne pas les emballages et les contenants. Moi, dans la question, moi j'ai pensé que c'était le produit qu'on parlait, c'est pas Non, la question. Enfin, moi j'ai compris la question dans le sens est-ce que le Big Bag ou le GRV est à considérer comme solide liquide inflammable? Donc pour moi c'était l'emballage. Mais... Ah d'accord, l'enveloppe quoi vous parliez. Alors je sais pas dans quel sens la personne posait la question, mais voilà, je voulais être sûre que c'était bien si clair. Si c'était l'enveloppe, moi j'ai pas compris que c'était l'enveloppe. Si c'était l'enveloppe, effectivement, c'est pas à prendre en compte. Par contre, si c'était l'intérieur le produit en lui-même, ce qui était contenu, là oui. Ok. C'était bien un Big Bag, si vous permettez, c'était bien un Big Bag plein de polymères. D'accord, ok, donc c'est bien le produit, le polymère. Oui. Okay. D'accord. Alors, j'ai une question de Madame Nesrine. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien, allez-y. Très bien. J'ai une question par rapport aux quantités, quand on détermine les quantités, parce que sur notre site, on a d'un mois à un autre, on peut dépasser les 1000 ou on ne dépasse pas. Donc, on est bien d'accord qu'on partira sur les 1000 tonnes pour le maximum qu'on peut avoir. Oui, la règle, c'est susceptible d'être présent. Susceptible d'être présent. Ok, donc c'est le maximum, c'est pas une moyenne, c'est ce qu'on peut avoir à l'instant T sur site en maximum. Oui. Ok, très bien, merci. De rien. Madame Gouy, c'est à vous. Oui, bonjour. J'avais une question sur la slide 17 où il est indiqué qu'il y a une exclusion sur les alcools de bouche. Cette exclusion existait déjà dans l'arrêté d'octobre 2010. Donc, si je comprends bien, elle s'applique aussi sur les récipients mobiles avec l'arrêté de septembre 2020. Oui. D'accord. Et pour quelle raison? Tout simplement parce que la règle qui a été adoptée, c'est de respecter la réglementation CLP, et comme ils ne sont pas réglementés dans la réglementation CLP, ils sont exclus, donc ils n'ont pas été inclus dans le texte. D'accord. Je vous remercie. De rien. Monsieur Rottenflug, c'est à vous. Est-ce qu'on peut revenir sur les règles de stockage en milieu couvert et notamment sur des GRV de 1000 litres? J'aimerais comprendre un peu plus ce que vous affichez. Okay. Au niveau plutôt des hauteurs ou des surfaces? Ou les deux? En fait, c'est la slide 22. Ah, 22? Ah, ici, d'accord. Oui. Donc là, on parle uniquement de contenants fusibles, déjà. Ça, c'est la première règle. Donc un GRV. Oui, un GRV jusqu'à preuve du contraire. Bon, je pense que maintenant, les fabricants de GRV vont peut-être en fabriquer dès qu'ils vont résister, mais les GRV classiques qu'on connaît, oui, ils sont fusibles. D'accord. Moi, j'ai du stock. Alors, j'ai pas fait le compte par rapport au tonnage que vous indiquez, mais admettons qu'on rentre dans cette réglementation. Qu'est-ce que je fais de mes stocks de GRV de 1000 litres? Parce que là, on parle pour des contenants inférieurs à 30 litres, inférieurs à 230 litres.
voire même supérieur à 230 litres, comment ça va se passer avec mes contenants de 1000 litres? Des contenants de 1000 litres avec des liquides de catégorie 1 ou 2, vous voulez dire? Voilà. Eh ben là, vous avez comme tout le monde, jusqu'en 2023 ou 2026 pour s'adapter à ça, ou bien donc on attend un tout petit peu d'essayer de voir si on peut rentrer dans le cadre du dispositif d'extinction adapté reconnu par le ministère. Une fois que ce sera bien déterminé, peut-être que vous pourrez aussi rentrer dans ce cas-là. Donc ça veut dire que soit je passe à des contenants plus petits, voilà, soit j'ai des moyens d'extinction qui sont en adéquation à ce que vous préconisez. Exactement. D'accord. Entendu, c'est bon. De rien. De rien. D'autres questions? Madame Volon, de nouveau, je vous en prie. Oui, c'est toujours pas clair pour moi cette histoire de champ d'application. Puisque si par exemple j'ai moins de 100 tonnes de produits H224, 225, 226, mais j'ai 200 tonnes qui sont des produits dont le point est clair et comprend entre 60 et 93, je reste soumis à l'arrêté ou pas? Non. Pourtant, si je comprends bien, ce sont les fameux produits dont le point est clair est entre 60 et 93 font partie de la définition, font partie en tout cas du champ d'application de l'arrêté du 24 septembre. Ils font partie des produits sur lesquels on va appliquer des prescriptions, mais ils ne font pas partie des produits qu'on prend en compte pour le seuil des 100 tonnes et des 1000 tonnes. D'accord. Donc, je peux avoir autant que je veux, entre guillemets, de produits dont le point est clair sera compris entre 60 et 93. Tant que je n'ai pas 100 tonnes de H224, 225, 226, je suis tranquille. Exactement. D'accord. OK, c'est clair. Merci. Rien. Bien, Anita, y a-t-il des questions à traiter sur le chat? Oui, alors j'ai une question de TBMVF Consulting. Alors, si on a un stockage mixte avec des gaz de type hydrogène et liquide gazeux et des liquides, on devra tenir compte des effets domino, pression et thermique et volume totaux. Il sera soumis à autorisation. La question est un peu vaste, je dirais, donc il faut regarder par rapport aux quantités que vous avez sur le site, si vous rentrez dans les rubriques de la nomenclature et si c'est soumis à autorisation au titre de la nomenclature des installations classiques. C'est difficile de répondre là, si c'est soumis à autorisation ou pas. Il faut vraiment regarder si par rapport aux quantités et par rapport à la nomenclature, vous rentrez dans les seuils d'autorisation. Je n'ai pas d'autres questions a priori, donc Mickaël, je vous propose qu'on poursuive. Ok, donc on n'en a pas pour très longtemps. On va aborder l'arrêté du 3 octobre 2010. Donc je vous le disais, sur cet arrêté, on n'a pas beaucoup de modifications. On les voit ensemble maintenant. Il y a des petits crépitements, c'est pas d'un micro, quelque chose comme ça. Alors, au niveau du champ d'application, donc là, je vous présente juste la nouveauté, hein, parce que la condition d'avoir une installation à autorisation dans une rubrique liquide inflammable, toutes les rubriques que je vous ai listées tout à l'heure, elle y est toujours. Hein. Là, je vous ai mis juste ce qui est modifié. Donc, c'est l'extension du champ d'application avec également ce seuil de 1000 tonnes. Donc, pour l'arrêté du 3 octobre 2010, on a ce seuil de 1000 tonnes. Et de la même façon qui fonctionne comme pour l'arrêté du 24 septembre 2020. Donc, peu importe, on applique la connexité, peu importe le type d'installation, peu importe le type de contenant et peu importe l'utilisation, que ce soit du stockage ou du process. Alors, voilà, de manière globale, pas de modification, pas de grande modification pour les installations existantes, excepté, alors on va les voir ensemble rapidement maintenant. Donc, il y aura des petites modifications sur les rétentions, avec un délai qui peut aller jusqu'en 2026 d'application. Il y a aussi une prescription qui est applicable immédiatement, qui concerne les rapports d'assurance, on va l'évoquer juste après. Et au niveau de la stratégie incendie, également,
2-3 prescriptions avec un délai d'application jusqu'en 2026. On les voit tout de suite ensemble. Donc, au niveau des rétentions, la première nouveauté, c'est la nécessité de mettre en place une rétention pour les liquides susceptibles de créer une pollution. Donc, l'exemple type, moi, j'ai déjà reçu 2 dossiers pour des nouveaux bacs d'EMAG, des biocarburants. Donc là, ces nouveaux réservoirs d'EMAG devront être sous rétention, ce qui n'était pas le cas avant. La prise en compte des eaux intempéries pour les installations nouvelles à compter du 1er janvier 2021. Donc là, c'est pour uniquement les nouvelles installations et c'est à raison de 10 litres par mètre carré. Et aussi quelques règles qui changent dans la conception des rétentions déportées. Je ne les détaille pas ici, elles sont détaillées dans la règle. Au niveau des rapports d'assurance, la prescription, en fait, elle dit juste que l'exploitant doit mettre à disposition de l'inspection les rapports, les audits, les rapports des visites qui sont menés par les assureurs. Et ensuite, au niveau des moyens de lutte incendie, donc il y a la marge forfaitaire des 20% comme pour l'arrêté des récipients mobiles. Donc, il faut prévoir donc au niveau des ressources en eau et en émulseur. Et on demande également aux exploitants de prévoir la stratégie incendie en cas d'incendie supérieur à 3 heures. Les délais d'application pour ces 2 prescriptions, c'est 2026. Voilà, je pense que… Voilà. Après, on va passer au cas pratique. Il n'y a vraiment pas grand-chose sur ce… On peut quand même prendre des questions s'il y en a. Il n'y a pas beaucoup de modifications sur l'arrêté du 3 octobre. Y a-t-il des questions sur cette deuxième partie très, très courte? Et après, on fera les cas pratiques ensemble. Non, a priori, pas de questions complémentaires. Écoutez, Mickaël, je vous propose de poursuivre sur les cas pratiques. Oui, si, excusez-moi, monsieur Verdier. Monsieur Verdier, c'est à vous. Il faut ouvrir votre micro. Merci. Oui, merci. J'étais en train de le faire. Merci. Par rapport à votre dernière présentation sur les moyens de lutte incendie, sur le dernier point, sur les modalités prévisionnelles en cas d'incendie supérieur à 3 heures, ça apparaît d'être une notion nouvelle, parce que souvent c'était des dimensions inférieures. Et comment ça veut dire qu'il faut prévoir un incendie supérieur à 3 heures en tenant compte des équipements de protection et l'intervention des secours, ou seulement l'autonomie du site sans prendre en compte l'intervention des secours? Comment, j'ai un peu de mal à voir comment on peut modéliser ou du moins calculer ce scénario-là, ou en tout cas ce point-là. Si vous pouviez m'apporter quelques éclaircissements. Ce que je vais faire, c'est que j'ai le texte devant moi, c'est pas très long. Donc, sont étudiées les modalités prévisionnelles permettant d'assurer la continuité d'approvisionnement en eau en cas de prolongation de l'incendie au-delà de 3 heures. Ces modalités peuvent s'appuyer sur l'utilisation de moyens propres au site, y compris par recyclage, ou d'autres moyens privés ou publics. Donc, ce que ça répond à votre question, c'est de dire de quelle façon vous allez gérer l'incendie et trouver les ressources en cas de dépassement des 3 heures. Oui, ça je l'entends, mais j'étais en train de m'interroger, de savoir comment on peut calculer un incendie supérieur à 3 heures dans les différentes modélisations ou calculs qui existent. Je ne sais pas si ce point-là était abordé dans les documents ou dans la littérature, je dirais, scientifique d'un incendie. Souvent, ce n'était pas cette notion de 3 heures, même pour les services de secours. Donc, je voulais savoir comment trouver cette donnée-là, si vous voulez. Enfin, aujourd'hui, ce qu'on vous demande, ce n'est pas de dimensionner un incendie qui dure plus de 3 heures. Le texte demande de s'assurer de la continuité d'approvisionnement en eau. Donc, c'est de pouvoir garantir que vous avez de l'eau au-delà de 3 heures. Il n'y a pas de dimensionnement au-delà du scénario et de l'incendie. Aujourd'hui, on demande un approvisionnement en eau.
D'accord, très bien. Alors, c'est plus facile si vous êtes au bord d'un fleuve ou d'une rivière, ou si vous avez un lac à côté, bien sûr, c'est beaucoup plus facile. Et pour les dépôts qui seraient, enfin, par exemple, un dépôt pétrolier qui serait en ville ou quelque part, c'est peut-être plus compliqué d'avoir de l'eau au-delà de 3 heures, quoi. Oui, d'autant plus que sur les moyens publics, souvent les services de secours se prennent dessus. Donc, ça veut dire qu'il faut trouver d'autres équipements, d'autres moyens en dehors de ceux publics. Voilà, c'est ça. Si vous devez vous garantir, soit vous avez une réserve d'eau, soit vous avez des modalités de pompage dans la rivière qui est à côté, etc. Mais il faut avoir un approvisionnement en eau au-delà de 3 heures. D'accord, très bien. Merci. Madame Dingler, vous avez une question? Ouais, juste une précision par rapport à ce qu'il vient de dire. On est bien d'accord que les 20%, c'est pour les besoins en eau et émulseur, mais les 3 heures, c'est que les besoins en eau, pas en émulseur. Bah, c'est ce que dit le texte. Il dit assurer la continuité d'approvisionnement en eau. D'accord, donc sans l'émulseur. Bah, oui, c'est sans l'émulseur, oui. Ok, merci. Y a-t-il encore des questions? Non? Écoutez, Michael, je vous propose alors de passer au cas pratique. Alors, au niveau on est dans le champ d'application là, pour savoir si vous devez ou pas appliquer les textes, les 2 textes. Ce que je vous propose, c'est 2 exemples. Ce premier exemple, donc on a un site avec 4 installations. L'installation W, ICPEW, qui est une rubrique à 4330, à autorisation. Elle a des réservoirs fixes à hauteur de 50 tonnes de produits, donc de liquide inflammable. Ensuite, on a la ICPEY, qui est une rubrique 4734, qui est à déclaration. Elle a des réservoirs fixes avec un volume de 100 tonnes. On a une 3e installation qui n'est pas classée, donc qui n'atteint pas les seuils, et qui a 50 tonnes de produits en contenant fusible. Et on a une 4e, la Z, qui est en 4331 et qui est à déclaration avec 100 tonnes en non fusible. Donc là, on est sur notre site avec 4 installations. Donc, dans la méthode que je vous ai donnée, l'idée, c'est de se poser les 3 questions. Est-ce que je l'ai là? Voilà. Et dans l'ordre. Donc, la première question à se poser, c'est l'installation. Est-ce que sur notre site, donc avec ces 4 installations, on a une installation qui a autorisation pour une rubrique LI? Les rubriques LI, je vous les ai reprises en bas. Rubriques LI, je vous les ai redétaillées en bas. Vous les avez sous les yeux. Si on est dans ce cas-là, eh bien, on s'arrête là et on va appliquer les 2 arrêtés pour tout le site. Ensuite, la deuxième question, si on n'est pas dans ce cas-là, eh bien, on va regarder si on atteint les 1000 tonnes de produits sur tout le site et si sur notre site également, on a une installation qui est classée à autorisation en dehors des rubriques liquides inflammables. Donc, peu importe la rubrique. Et la dernière question, est-ce qu'on a 100 tonnes de produits en contenant fusible? Donc là, pour l'exemple, il n'y a qu'une solution là qui est possible. Je vous laisse y répondre sur le chat. Je vous laisse quelques secondes et après, on regarde ensemble ce que vous avez compris. Est-ce que vous pouvez juste me dire si… Ne dites pas les réponses, mais dites-moi s'il y a des réponses qui arrivent. Non, pour l'instant, il n'y a rien. Alors, je ne sais pas s'ils ont bien… Peut-être qu'il faut préciser que sur le chat… Voilà, précisez juste 1, 2 ou 3. Voilà. 1 ou 2 ou 3 sur le chat pour qu'on voit si vous avez… Voilà. Quelle est votre réponse, en fait? Si vous avez appliqué après, le 1, le 2 ou le 3. Après, il faut vous laisser quelques secondes, le temps d'analyser le document. Alors, ce qui sort majoritairement, c'est réponse 1. Fallait pas la donner tout de suite. Non, mais c'est ce qui est sur le chat. Le 1, tout le monde tape le 1 sur le chat. Ouais, mais attends, attendre un peu, tu donnes la réponse. Je rigole. Ouais, mais nous, tout le monde voit le chat, il n'y a que toi qui ne le vois pas. Ah oui, c'est vrai, tout le monde voit, il n'y a que moi qui ne vois pas. Mince. Voilà. Ok, bon, bah, effectivement, donc on le fait ensemble. Donc, la première question, eh bien oui, on a la 4330 qui fait partie des rubriques LI que j'avais listées tout à l'heure et qui a autorisation. Donc, à partir de ce moment-là, on ne se pose plus les autres questions
sur tout notre site, on va appliquer les deux textes. Donc, on va appliquer l'arrêté du 3 octobre 2010 pour les réservoirs fixes, pour nos réservoirs fixes, et on va appliquer l'arrêté du 24 septembre 2020 pour nos récipients mobiles. Donc là, c'est un cas assez simple. On en fait un deuxième, et c'est le dernier pour les champs d'application. Donc cette fois-ci, je vous propose un site avec 3 installations. Une X avec la rubrique 4510 qui est à autorisation. Alors 4510, cette fois-ci, je vous ai mis qu'elle était qu'elle faisait partie des rubriques, mais uniquement pour le pétrole brut. Et là, ce n'est pas du pétrole brut. Hein. Donc voilà, on n'est pas dans le cas d'une rubrique LI. Ça aurait été d'une rubrique LI uniquement si on avait du pétrole brut. Et là, c'est précisé, c'est du LI H225, donc on va être sur un liquide inflammable, mais on ne considère pas que c'est du pétrole brut. Cette installation, elle a 400 tonnes en fixe et elle a 100 tonnes en récipient mobile fusible. Ensuite, on a la Y qui est en 4331 à déclaration et elle a 20 tonnes de récipients mobiles, donc de liquide inflammable en récipient mobile, et 40 tonnes en autres. En autres, on va dire, par exemple, c'est des récipients enterrés. Et ensuite, la dernière, c'est la Z, c'est la 4330 qui est à déclaration, et elle a juste 5 tonnes de récipients mobiles fusibles. Donc, de nouveau, les 3 questions à se poser. Est-ce que j'ai une installation sur mon site? La première question, une installation sur mon site à autorisation dans le cadre d'une rubrique. Donc, ne me mettez pas la 4510 parce que je vous ai dit, ce n'est pas le pétrole brut. Donc, celle-là, elle ne compte pas. La deuxième, est-ce qu'on a atteint les 1000 tonnes? Et la deuxième, est-ce qu'on a atteint les 100 tonnes en contenant fusible? Donc, c'est pareil, mettez juste 1, 2 ou 3 sur le chat et puis on regarde si tout le monde a trouvé la même chose. Alors oui, les réponses arrivent sur le chat, donc l'ensemble des participants indique la réponse numéro 3. Ok, on va vérifier ensemble. Donc la première question, est-ce qu'on a une installation à autorisation dans le cadre d'une rubrique LI? La seule qu'on a autorisation, c'est la 4510. Elle aurait pu être considérée qu'en rubrique LI, mais comme ce n'est pas du pétrole brut, je vous l'ai dit, c'est du liquide inflammable, on ne la considère pas, donc la réponse, c'est non. La deuxième, est-ce qu'on a 1000 tonnes? Eh bien non, quand on additionne le tout, y compris les autres là, qui peuvent être du produit en contenant enterré, on arrive à 565 tonnes, donc on n'y est pas. La dernière question à se poser, est-ce qu'on a du fusible avec le seuil de 100 tonnes? Et la réponse, c'est oui. Si on additionne tous les contenants fusibles, on a 100, 20 et 5, on est à 125. Donc du coup, ici, on va uniquement appliquer l'arrêté du 24 septembre 2020 pour les récipients mobiles qui peuvent être présents sur tout notre site. Est-ce que vous avez une question sur cet exercice? A priori, tout le monde l'a fait correctement. Non, il n'y a pas de question a priori. Okay. Donc après, j'ai 2 autres cas, et puis c'est les derniers, où on va parler des volumes de rétention. Alors, ce que je vous propose, c'est 2 exemples, et ce sera les derniers. Donc, on va essayer de calculer ensemble les volumes de rétention. Alors, je vous décris l'installation. On a 3 stockages avec 3 zones de collecte, A, B et C. Les ronds, ça représente des récipients d'1 mètre cube chacun. On a donc en orange ou rose, des liquides inflammables en contenant fusible. En gris, on a des liquides inflammables, pas en contenant fusible. Ensuite, on a un produit autre qui est en contenant fusible, en vert, le contenant vert. Et puis, on a des autres produits qui ne sont pas en contenant fusible, qui sont en bleu. Donc, on a 3 zones de collecte.
Les zones de collecte, on a le droit de les raccorder à la même rétention déportée. Et le volume qu'on va prendre pour la rétention déportée, ce sera le volume théorique, le plus grand volume théorique des trois zones. Donc, on va regarder le volume de la zone de collecte A comme si on allait faire une rétention locale. Donc, on va définir ce volume-là. On va faire la même chose pour les 3 zones. Et le volume le plus élevé, c'est celui-là qu'on mettra qu'on adoptera pour la rétention déportée. Donc, alors là, je vous propose d'appliquer pour les règles de rétention, simplement, en fait, le cas général. Donc, c'est soit, si on est en contenant fusible, on a 100% du volume. Et si on est en contenant non fusible, on va être à 50% du volume. Donc, pour cet exercice, on peut appliquer juste ces 2 règles-là et on arrivera à trouver le volume de la rétention déportée. Donc, je vous laisse faire. Si à la limite, ce qu'on peut faire, c'est juste indiquer dans le chat le volume de rétention déportée que vous pensez avoir calculé ici. Alors, je vous précise que les autres, on va les intégrer, on va les calculer de la même façon que, comme ils se trouvent dans un groupe avec des liquides inflammables en contenant non fusibles, on va les calculer de la même façon. On va les prendre dans le groupe et on va les calculer comme eux, c'est-à-dire avec 50% du volume. Donc, qu'ils soient en autre fusible ou en autre non fusible. Donc, ce qu'il vous faut, c'est déterminer pour la zone de collecte A le volume, de faire la même chose pour la B et pour la C, et de prendre le volume le plus important. Je ne sais pas s'il y a des valeurs qui commencent à arriver. Non, pas encore. Donc, on vous invite à... Ah, si, ça y est. Alors, il y a 3 mètres cubes, 4 mètres cubes, avec une majorité pour le 4. Donc, la plupart disent 4 mètres cubes et on a quelques réponses à 3 mètres cubes. On a du 7 mètres cubes, du 8 mètres cubes. Donc, les réponses sont assez variées. Donc, je pense que l'exemple est intéressant et qu'il serait utile de le corriger ensemble. Ouais, c'est bien, ceux qui sont à 8 mètres cubes. Du 6 aussi. Donc, une majorité, c'est 4, mais après, on a du 6, 7, 8. OK. 3. Bon, voilà. Ceux qui sont à 8 mètres cubes, on va leur faire des économies, Anita, je crois. 8,5 aussi. OK. Alors, la zone de collecte A. La règle, je vous ai dit, on applique juste les 2 règles simples. C'est si on est en fusible, on prend 100%. Donc là, je vous ai dit qu'on était avec des contenants d'1 mètre cube. On en a 4. On a 4 mètres cubes. Donc, voilà. Si je mettais ici à la place d'une zone de collecte une rétention locale, je prendrais un volume de 4 mètres cubes. Pour la zone de collecte B, ce que j'ai dit, c'est qu'on applique la règle des 50% si on n'est pas en contenant fusible, on est avec du liquide inflammable, mais pas en contenant fusible, on applique la règle des 50%. Et à partir du moment où on a du liquide inflammable, on va intégrer tout ce qui va se trouver, tous les autres produits, les autres contenants qui vont se trouver avec. Donc, le autre, on va l'inclure avec et on va le calculer de la même façon. Donc, on en a 4, donc on a 4 mètres cubes. On prend la moitié, donc on a 2 mètres cubes. Si j'avais une rétention locale ici, sur l'îlot B, on va dire, j'aurais une rétention de 2 mètres cubes. Et pareil pour la C. Donc, j'aurai ici une rétention de 2 mètres cubes. Et du coup, pour ma rétention déportée, je choisis le volume le plus important, donc c'est les 4 mètres cubes. Et je vous ai rajouté en bas qu'il ne faut pas oublier de rajouter les eaux incendies et les eaux intempérées. Est-ce qu'on a une question sur cet exemple? Et après, on en fait un deuxième, et ce sera le dernier. Non, il y avait juste une question justement sur les eaux incendies et intempéries, mais là, je crois que tu as répondu à la question directement en faisant le corriger. Ce qu'on va faire après, l'exemple, c'est… Oui? Il n'y a pas de question. Allez-y. D'accord. L'exemple juste après, alors il est intéressant, ce que je veux vous démontrer,
c'est qu'en utilisant le texte, vous avez une optimisation qui est à faire dans l'organisation de vos stockages pour optimiser vos volumes de rétention. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris exactement les mêmes contenants, les mêmes volumes, les mêmes produits, sauf que je les ai dispositionnés différemment. Donc, on y va. Voilà. Dans l'exemple 2, la zone de collecte 3, je ne l'ai pas touchée. Donc là, vous avez déjà la réponse. Hein, c'est 2 mètres cubes pour la zone de collecte 3, c'est le même qu'avant. Par contre, la zone de collecte 1 et la zone de collecte 2, j'ai inversé 2 récipients. Et dans les règles de calcul, donc, on va faire un groupe avec les liquides inflammables qui ne sont pas en contenant fusible, donc qui ne sont pas fusibles. Ceux-là, qui sont entourés en bleu, on va leur appliquer la règle des 50%. Par contre, nos liquides inflammables en contenant fusible, eux, on va faire un groupe ensemble, tout seul, et on va, pour calculer, on va prendre 100% du volume. Ensuite, sur la zone de collecte 2, le autre, la seule chose qu'il faut voir, c'est que le autre, comme c'est un fusible, et qu'on a également des liquides inflammables en contenant fusible, il y a beaucoup de bruit au niveau du micro. Ouais. Au niveau de la zone de collecte 2, la seule question qu'on peut se poser, c'est ce fameux autre là, qui est en contenant fusible, donc autre produit qui n'est pas du liquide inflammable, mais qui est en contenant fusible. Et bien celui-là, dans la réglementation, quand on la lit, on doit le compter parmi les contenants fusibles de liquide inflammable, avec la même règle, c'est-à-dire 100% du volume. Et du coup, il nous reste tout seul notre contenant d'1 mètre cube qui est en liquide inflammable mais non fusible. Et lui, on va lui appliquer la règle des 50%, mais avec un minimum de 800 litres. Voilà. Donc, est-ce que je vous laisse un petit peu de temps pour essayer de voir si vous trouvez les réponses. Alors, on a déjà des réponses dans le chat. La tendance est 3 ou 3,5 pour le volume. OK. Avec une majorité à 3,5. Ouais, c'est pas mal. On le fait ensemble. Donc, là, j'ai 1 mètre cube parce que j'ai mes 2 LI qui font 2 mètres cubes, mais qui ne sont pas fusibles, donc j'en prends que la moitié. Je rajoute à ça mes 2 fusibles que je dois prendre en compte à 100%, donc ça me fait 2 mètres cubes. Donc, pour la zone de collecte 1, a priori, j'ai déjà 3 mètres cubes. La zone de collecte 2, j'ai le LI qui est tout seul, là, qui n'est pas fusible. J'en prends la moitié. Par contre, il y a un minimum de… C'est pour ça que je pense qu'on a du 3,5. Il y a un minimum de 800 litres dans le texte. Donc, c'est pour ça que j'ai mis 0,8 mètres cubes. Et après, on a les autres. Ceux-là, on les prend en compte à 100%, les 3, et on intègre le produit autre avec les autres liquides inflammables en contenant fusible. Et du coup, ça me fait 3 mètres cubes. Donc ici, j'ai 3,8. Et la zone de collecte 3, on l'avait déjà faite tout à l'heure. J'ai 4 contenants. Je prends la règle des 50% parce que je n'ai pas de fusible. Et du coup, ça me fait 2 mètres cubes. Et effectivement, j'applique donc le volume le plus élevé, c'est 3,8 ici sur la zone de collecte 2. Et ça me fait 3,8. Donc ma zone de rétention, elle fera mon volume de rétention déporté fera 3,8 mètres cubes. Et on ajoutera les eaux incendiées et intempéries. Donc ceux qui avaient mis 3,5, je pense que ils avaient bon. Ils ont juste moi, je n'avais pas trop appuyé dessus, mais il y a un minimum de 800 litres. Et on avait 3 bonnes réponses à 3,8 sur le chat. Ah, cool, c'est bien. Okay. Donc là, en fait, dans cet exemple, ce que je voulais juste vous montrer, c'est que qu'il y a une optimisation vraiment à faire dans la façon dont vous allez organiser votre stockage. Parce que là, j'ai exactement les mêmes contenants, le même produit. Je suis à 3,8 ici et avant, j'étais à 4. Voilà. Michael, on a une question. Est-ce que tu peux rafficher la diapo qui concerne la règle des 800 litres? Oui, OK. Elle est là. Voilà, c'est ici. C'est tout en haut. Les 2 premières lignes tout en haut. Donc, le cas général, 100% du volume si on est inférieur à 800 litres, mais à partir du moment
on dépasse les 800 litres, on prend 50%, mais on a un minimum de 800 litres en volume de rétention. Ok, pas d'autres questions pour l'instant sur le chat. Y a-t-il des questions orales sur ces cas pratiques? Ou sur d'autres questions, sur le. Oui, bien sûr, on peut revenir également sur ce qui a été vu précédemment, hein, bien entendu. Non. Oui, en fait, excusez-moi, Madame Purga, vous m'entendez? Oui. Oui, très bien. Oui, excusez-moi de revenir un petit peu en arrière. C'était par rapport au stockage d'IBC, où vous aviez, c'était Madame Figgenwald qui avait posé la question, où vous aviez effectivement précisé que, en fonction du type de sécurité incendie qu'on mettait en place, on pouvait stocker des matières en IBC. Par contre, on se posait la question déjà quel type de sécurité incendie, voilà comment le dimensionner et surtout est-ce qu'il y a des règles au niveau emplacement, distance, quantité. C'était un petit peu la question qui avait été posée et elle n'avait pas pu enlever son micro. Oui, bah, je l'ai dit une fois ou deux pendant la présentation, mais je savais qu'il y avait d'avoir des questions là-dessus. C'est le dispositif d'extinction adapté est qualifié via la réalisation d'une campagne d'essai. Donc, c'est un protocole qui est reconnu par le ministère, c'est écrit de cette façon-là, mais je vous ai dit que c'était pas encore défini, c'était encore en cours d'être défini entre la DGPR et avec la DGPR et la profession. Hein. Et du coup, on n'a pas de nouvelles sur ça. D'accord. Donc, je pense que ça va bientôt arriver. D'accord. Et si on utilise un prestataire reconnu qui nous a dimensionné l'installation incendie, ça peut être bon. Moi, je pense plutôt qu'il faut attendre un petit peu que le ministère, que la DGPR précise ces choses-là, parce que je pense qu'il va y avoir, à mon avis, un protocole qui va être défini, qu'il faudra respecter. Et vous pensez que ça va changer quelque chose sur les quantités et les espacements dans ce stockage? Non, là, ça va pas nous permettre ça va nous permettre juste de changer les quantités les volumes des contenants fusibles. Donc des GRV, ça vous permettra, si vous voulez, de continuer à stocker des liquides inflammables, par exemple de catégorie 1, dans des GRV. Oui, ça vous permettra de continuer à le faire. Ce qui n'est pas le cas si vous n'avez pas ce système d'extinction. D'accord. Et vous ne pensez pas que ça va changer du coup l'emplacement, l'espacement, le positionnement dans le stockage? Non. Non, ce qui peut changer la façon de stocker, bah, vous voyez là sur ma diapo, sur les stockages extérieurs, ça va être de démontrer qu'il n'y a pas d'effet domino. Ça, oui, ça vous permettra de diminuer les distances d'isolement, par exemple. Oui, ça va être complexe, je pense, pour pas mal d'industriels. Cette question-là n'est pas évidente. Hein. Oui, mais vraiment, quand vous prenez le texte, sincèrement, allez directement aux annexes. D'accord. Allez tout de suite aux annexes avant de vous plonger dans le texte et de vous faire peur. Allez aux annexes et vous verrez déjà ce qui vous est opposable ou pas et ce qui est aménagé, parce qu'il y a des prescriptions qui sont aménagées pour les installations existantes. D'accord. Ok. Merci beaucoup. De rien. Y a-t-il encore des questions? Madame Lacour, je vous en prie. Oui, bonjour. Ma question porte plutôt sur les rétentions déportées. Sur un site qui dispose de plusieurs rétentions déportées, il n'y a pas de prescription particulière à appliquer vis-à-vis de ces rétentions, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de distance minimum ou maximum à respecter ou de choses comme ça. Si, il y a des règles, je ne peux pas les détailler aujourd'hui, il y a des règles de conception des rétentions, avec aussi des notions d'effet domino qu'il ne doit pas y avoir entre les rétentions ou entre une rétention et un stockage. Donc, il y a des règles de construction. Il faut aller
et regarder dans le texte, mais il y a des règles. Des nouvelles règles ou bien c'est toujours les mêmes? Des nouvelles règles ou bien c'est toujours les mêmes? Alors là, je ne saurais pas vous dire. Parce que les installations existantes, oui, la question est de savoir si sur les installations existantes, il y avait des nouvelles règles par rapport aux rétentions déportées. Alors, c'est l'article 3.14 qu'il faudra aller voir, mais par contre, là, je ne suis pas tout de suite en mesure de vous dire si elles sont nouvelles par rapport à ce qu'il y avait avant dans les autres arrêtés. Bon, ben, je regarderai. Merci. De rien. Autre question? Non? Donc tout est clair. Bon, bah, écoutez, Michael, s'il n'y a plus de questions, je vous propose qu'on passe à la conclusion. Je vais ouvrir ma caméra. Je tiens très sincèrement à vous, au nom de l'Adréal Grand Est, des CCI et de l'Agence de l'eau-Rameuse, à vous remercier de votre participation. J'espère que cette présentation aura répondu à vos attentes, mais j'en suis certain, parce que la présentation a été claire et les cas pratiques, je pense, ont été très utiles. Alors, dans le cas contraire, bien sûr, vous avez la possibilité de nous le faire savoir au travers du questionnaire de satisfaction qui vous sera envoyé dès demain par mail. Le lien vers le replay vous sera également transmis dans un second temps. Idem pour la présentation qui vient d'être faite par M. Mbarki. Alors, bien entendu, et M. Villeray l'a rappelé en introduction, si ce genre d'initiative correspond à une attente forte de votre part, n'hésitez pas à nous le dire. Bien sûr, ce sera pour nous un signal très encourageant pour réitérer l'expérience. Et bien sûr, pour vous proposer d'autres réunions sur le thème de la réglementation. Alors, dans cette attente, je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir à tous. J'invite mes